Dans le Dharma, la suprassemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par ma pratique des deux accumulations. Puissé-je atteindre le Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puissé-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on aille plus loin? En particulier, des questions qui pourraient venir du groupe de discussion, par exemple? Sophie? Donc la différence entre la discrimination et la perception. C'est une bonne question. La perception a la connotation de deux choses. Quand on regarde un objet, il y a deux choses qui adviennent. Ce matin, on a parlé de l'interaction entre l'objet et le sujet. Et on avait de l'objet et le sujet. Et donc l'objet interagit avec le sujet interagit avec l'objet. L'objet interagit avec le sujet d'une manière que l'objet apparaît au sujet. Il apparaît, et les atomes, l'apparence des atomes apparaissent depuis l'objet. L'objet apparaît. Et donc ce qui relève du sujet dans son interaction avec l'objet, c'est que le sujet va appréhender l'objet. Le sujet appréhende l'objet, l'objet apparaît au sujet. Et donc ces deux actions adviennent. Donc pour que ces deux adviennent ensemble, c'est la perception. Les deux actions ensemble, on parle de la perception. Alors que la discrimination, c'est purement l'action du sujet. Ça vient seulement du sujet. Oui, c'est une fleur, ce n'est pas une fleur. C'est une maison, ce n'est pas une maison. C'est bien, pas bien. C'est l'action purement qui vient du sujet, l'action pure du sujet. La perception, il y a les deux, il y a l'aspect double de l'apparence de l'objet au sujet et le sujet qui appréhende son objet. Donc la discrimination, c'est purement cognitif, c'est purement du côté du sujet. D'autres questions?
Donc la discrimination serait purement cognitive, alors que la perception, c'est un ensemble des deux. Et il y a l'apparence de l'objet qui n'est pas cognitif. Le fait que l'objet apparaisse, ce n'est pas cognitif, mais que le sujet l'appréhende, ça c'est cognitif. Et donc la perception implique les deux. Mais, about perception, does it have to be non-conceptual? Perception. Okay, this is the good question. Generally speaking, donc quand on parle de la perception, en général, la plupart du temps, c'est non conceptuel. Oui, en anglais. Par exemple, mon esprit conceptuel, mes pensées ne perçoivent. En anglais, on ne le dira pas. Si on dit que la conception perçoit, donc la perception, c'est plutôt non conceptuel, donc c'est plutôt en anglais. Vous êtes prêts? Ensuite. Et donc ce qu'on a évoqué ce matin, c'est que et donc hier et aujourd'hui, de quoi vous avez parlé? Est-ce que vous avez parlé des phénomènes composés et incomposés pendant les groupes de discussion? Not so much. Et donc ça c'est quelque chose de très important. Et donc finalement, ce qu'on va étudier, c'est que le Bouddha a enseigné, c'est pour nous, ce qui nous permet de nous débarrasser des peurs, des souffrances, c'est la sagesse de la vacuité. La sagesse de la vacuité signifie que rien n'existe de manière objective, que tout existe de manière subjective. C'est la compréhension. Dès l'instant que vous comprenez que le rêve vient du sujet, vous êtes libéré. Le rêve n'est pas vrai, elle vient de côté du sujet, et donc vient de l'esprit. Et donc vous êtes libéré des peurs du rêve. Dès l'instant où vous voyez que le rêve est réel, là les peurs adviennent. C'est les principes basiques de la façon dont on peut être libéré des souffrances du samsara. Et donc, en allant dans les concepts de la vacuité, et donc quand on va par rapport au principe de la vacuité, souvent, il y a un danger de tomber dans le nihilisme. Et c'est dans les textes du Bouddha, il y a on nous prévient de manière très forte et qu'on devrait être extrêmement prudent, que les auditeurs ne devraient pas sombrer dans le nihilisme. C'est une prévention extrêmement forte dans les textes bouddhistes. Avec cela à l'esprit, on peut réaliser. Moi, après de mes nombreuses années d'enseignement, j'ai réalisé que, en effet, c'est très vrai. Et numéro 2, c'est que j'ai rencontré des professeurs qui sont des professeurs de la philosophie bouddhiste, et même eux avaient tendance à comprendre la vacuité comme étant le néant. Il y avait un professeur qui était extrêmement respecté comme un grand philosophe bouddhiste, un érudit bouddhiste. Et quand je l'ai rencontré, je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse dire cela. Et il a dit, mais il ne peut pas y avoir de soi. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de soi. Et je lui ai dit, mais bien sûr qu'il y a un soi. Le Bouddha, il a dit, oh, vous êtes le maître de vous-même. Vous êtes le maître vous-même, vous êtes votre propre maître. Et donc celui qui discipline son esprit, c'est celui qui peut se libérer. Et donc c'est ce que le Bouddha. Chacun est son propre protecteur, et chacun est son propre destructeur. C'est ce que le Bouddha a dit. Et donc c'est ce que le Bouddha a dit. Il y a un soi. Et donc celui qui discipline son esprit, c'est celui qui va être libéré. C'est ce que le Bouddha a dit. Bien sûr, dans le bouddhisme, le soi, il est là, le jeu, il est là. Le bouddhisme est extrêmement rationnel, extrêmement réaliste. Et donc, il n'y a pas du tout de nihilisme. Et donc, le soi est là. Mais
Le professeur disait, mais non, il n'y a pas de soi. Parce que dans le bouddhisme parle de la vacuité. Et donc tout est vide. C'est de la naïveté totale. Et donc, vous avez la responsabilité, j'ai la responsabilité d'étudier la vacuité. Donc, si on n'étudie pas la vacuité, et c'est impossible d'être expert dans la façon de se libérer des samsaras, si vous étudiez la vacuité, il y a le danger de sombrer dans le nihilisme. Donc, comment se sauver, se protéger de cet abysse du nihilisme? Yes, this is a fault, yeah, nihilism. Yes. Comment ne pas sombrer dans cette abysse du nihilisme, dans cette erreur, dans cette dérive du nihilisme? Et donc, il y a deux concepts importants. Pour comprendre ce concept, on doit se poser deux questions. De voir si vous êtes sur la bonne trace de la vacuité ou si vous êtes à côté de la plaque. Et en anglais, le niveau. Comment on dit le niveau? Non. Ah, c'est comment? Voltomètre. De volt. Yeah. Voltomètre. Yeah. Yeah, so. Okay, let's say ammeter. Donc, voltomètre. On va dire détecteur. C'est un voltomètre. Okay. So let's say that, to see whether you're Et donc, pour voir si on est vraiment sur la bonne voie, sur la bonne direction, ou si on s'est trompé de route pour la vacuité, on doit se poser deux questions. La première question, c'est: est-ce que les choses existent? C'est la première question. Est-ce que les choses existent? C'est la première question. Si vous dites non, vous êtes dans le nihilisme. Est-ce que les choses existent? C'est quoi votre réponse? Oui, tout ce qui existe, existe. Tout existe. Si vous dites non, ça n'existe pas, vous êtes dans le nihilisme. Ça, vous êtes tellement loin de la vacuité. Mais ce n'est pas du tout la voie vers la vacuité, vous vous éloignez de la vacuité. Si vous dites oui à la première question, oui, les choses existent, à ce moment-là. Et la deuxième question, est-ce que les choses existent de manière objective? C'est la deuxième question. Est-ce que les choses existent de manière objective? C'est la deuxième question. Et pour ça, la question, c'est quoi? C'est non. La réponse, c'est non. C'est seulement si vous dites non à la deuxième, si vous répondez non à la deuxième question, vous êtes sur la bonne trace de la vacuité. La première réponse doit être oui, et non à la deuxième. À ce moment-là, vous êtes bien sur la bonne route. Si vous dites oui à la première, vous êtes protégé du nihilisme. Si vous dites non à la deuxième, vous vous protégez de l'absolutisme. Et donc, la deuxième question, est-ce que les choses existent? La première question, les choses existent. Vous dites oui, les choses existent, vous vous écartez de l'extrême du nihilisme. La deuxième question, est-ce que les choses existent de manière objective? Si vous dites non, alors ça vous protège de l'extrême de l'absolutisme. Donc ça, c'est très important. C'est seulement si vous êtes capable de répondre correctement à ces deux questions, à ce moment-là, l'étape suivante, c'est de voir comment les choses existent, comment les choses n'existent pas de manière objective. Les choses existent, mais n'existent pas de manière objective, et pour cela, nous avons de comprendre la vacuité à la lumière de la production dépendante, l'origine dépendante. De voir que les choses existent, mais n'existent pas de manière objective. Pour cela, on doit comprendre la vacuité à la lumière de l'origine dépendante, qui est la vacuité
ne devrait pas être comprise comme étant le néant. La vacuité devrait être comprise comme étant l'origine dépendante. Le premier point. Deuxième, l'origine dépendante, c'est le sens de la voie médiane. L'origine dépendante, c'est le sens de la voie médiane ou la voie du milieu. C'est numéro 2. Quand on combine ces deux points, on comprend que la vacuité est la voie médiane. Ceux qui sont familiers avec les mathématiques vont dire A et B, B et C, et donc A et C. A égale B, B égale C, et donc A égale C. Vous voyez cela? Oui. De la même façon, la vacuité est égale à l'origine dépendante égale la voie médiane, et donc la vacuité égale la voie médiane. Vous comprenez? Pour cela, on a besoin d'apprendre comment se poser les bonnes questions. Apprendre à se poser les bonnes questions. Apprendre à poser les questions d'une manière extrêmement précise. On doit acquérir cette habileté. Si on n'acquiert pas cette habileté, ce sera très difficile d'appréhender la vacuité. Et si vous avez cette habileté, à ce moment-là, ce ne sera pas si difficile. Et donc, quelle serait la prochaine question? Ce que j'ai dit, c'est que la vacuité égale l'origine dépendante. 2, l'origine dépendante égale la voie médiane. Et donc, c'est pourquoi, si ces deux, vous les acceptez, automatiquement, vous acceptez que la vacuité est égale à la voie médiane. Et donc, quelle serait votre prochaine question? Si vous voulez avoir l'habileté de poser les questions, quelle serait votre question? Comment quand on peut dire que la vacuité égale l'origine dépendante? Très bien, ça c'est une première question. La question numéro 2. Comment est-ce qu'on peut dire que l'origine dépendante est la voie médiane? Si vous avez ces deux compréhensions facilement, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous poser la troisième question. Comment la vacuité est égale à la voie médiane? Ça, vous avez la réponse. La première, c'était quoi la première question? Très bien. Comment la vacuité est égale à l'origine dépendante? Comment? Est-ce qu'on peut dire que la vacuité, c'est l'origine dépendante? Pour cela, on a besoin de savoir 5 points. 5 points. L'ONU, non, c'est l'OMS. OMS. OMS. Organisation. Oh. Yeah. Okay, let's say. So this would be. Okay. Okay. Qu'est-ce que vous comprenez? Ce que j'ai dit, la vacuité égale l'origine dépendante. Alors que la vacuité signifie l'origine dépendante. Ce n'est pas le néant. Comment comprendre cela? On a besoin de 5 points. On a besoin de 5 points. Pour cela, ce qu'on doit savoir, c'est que par exemple, quand on dit qui en anglais, who, qu'est-ce que ça veut dire who? Pamela? Who, ça veut dire qui? Qui êtes-vous en anglais? Et non, je sais pas ce que je vous parle de la World Health Organization, donc l'OMS en anglais. Who en anglais et World Health Organization, donc l'acronyme de l'OMS en anglais, c'est la même façon de l'écrire en anglais. Who, qui, W-H-O, mais ça ne veut pas dire qui êtes-vous, ça veut dire l'OMS en anglais. C'est l'acronyme de l'OMS en anglais. WHO, World Health Organization. Donc, quand on parle de la vacuité
n'est pas le néant. La vacuité, c'est que c'est l'acronyme pour la vacuité d'existence indépendante. La vacuité, deuxième, la vacuité, c'est le diminutif pour la vacuité d'existence indépendante. C'est le point numéro 2. 3. La vacuité d'existence indépendante signifie rien n'existe de manière indépendante. La vacuité d'existence indépendante, ça veut dire rien n'existe de manière indépendante. C'est le 4e point. Rien n'existe de manière indépendante et tout existe de manière dépendante. Ah, génial. C'est super. Et donc, le 4e, c'est quoi? Tout existe en dépendance. 5, c'est pourquoi tout advient en dépendance. Ça veut dire tout advient en dépendance. Donc on va le redire. Le premier, c'est la vacuité. La vacuité, numéro 2. La vacuité, c'est le diminutif pour la vacuité d'existence indépendante. C'est numéro 2. Numéro 3. La vacuité d'existence indépendante, ça veut dire que rien n'existe de manière indépendante. C'est numéro 3. Rien n'existe de manière indépendante, ça signifie que le 4e, tout ce qui existe en dépendance. C'est le 4e. Existe tout existe de manière dépendante, ça veut dire que tout advient en dépendance, tout est survenu en dépendance. Et donc, de ces 5 points, on comprend que la vacuité ne veut pas dire rien, la vacuité signifie la voie médiane. Et donc maintenant, le 2, c'est quoi? Ça, on l'a vu le premier point, les 5 points. On l'a déjà vu. Donc ça, la vacuité comprise comme étant l'origine dépendante, ça, on l'a déjà vu. On l'a vu ensuite. Très bien. Donc on a vu que la vacuité, ça veut dire l'origine dépendante. Donc ça, on l'a fait avec les 5 points. Maintenant, le deuxième point, c'est l'origine dépendante, ça veut dire la voie médiane. Donc on a fait A égale B. Maintenant, on est en train de voir B égale C. A égale B, B égale C, et donc ça veut dire A égale C, n'est-ce pas? Donc là, on est en train de voir B égale C. C'est quoi B égale C? C'est l'origine dépendante a le sens de la voie médiane. L'origine dépendante, c'est la voie médiane. Donc on va faire ça. Maintenant, l'origine dépendante, c'est la voie médiane. L'origine dépendante, il y en a 2. Il y a dépendance et origine. Vous êtes d'accord avec moi? Origine et dépendant. Donc dépendant. Quand on parle de dépendant, quel est l'opposé de dépendant? Indépendant. Quand on dit dépendant, on rejette l'indépendance. L'indépendant et l'absolutisme, c'est pareil. Dépendant, en parlant de dépendant, vous éliminez l'extrême d'absolutisme. Quand vous dites dépendant, vous rejetez l'indépendance et donc l'absolutisme. Vous rejetez l'extrême d'absolutisme. Le 2, c'est l'origine. Que veut dire, qu'est-ce qu'on entend par origine? Quelque chose est survenu, quelque chose advient, quelque chose existe. Quel est l'opposé de l'existence? L'inexistence, le nihilisme. Et donc, quand vous dites origine, vous rejetez l'extrême de nihilisme. L'origine rejette l'extrême de nihilisme. L'indépendance rejette l'extrême de l'absolutisme. L'origine rejette l'extrême d'absolutisme. De nihilisme. Donc, l'origine dépendante, ensemble, rejette les 2 extrêmes. Rejeter les 2 extrêmes, c'est le sens de la voie médiane. Et donc c'est pourquoi l'origine dépendante est la voie médiane. Maintenant, vous avez B égale C. De cela, qu'est-ce qu'on peut déduire? A égale B, B égale C, et donc naturellement, A égale C. C'est pourquoi la vacuité signifie la voie médiane. La vacuité n'est pas le nihilisme. Donc les enseignements du Bouddha sur la vacuité n'ont rien à voir avec les choses n'existent pas, rien n'existe,
Cela, c'est totalement le nihilisme. Et beaucoup de gens, surtout quand ils étudient à l'université, dans les universités, ils disent, ils font la distinction entre Arya Nagarjuna, la philosophie d'Arya Nagarjuna, et puis la philosophie occidentale. Ils disent Arya Nagarjuna, la philosophie d'Arya Nagarjuna, c'est de l'idéalisme. Cela n'a rien à voir, c'est de la naïveté totale. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout ce que dit Arya Nagarjuna. Et donc, si vous comprenez ces deux réponses correctement, est-ce que les choses existent? Quelle est la réponse? Oui. Eh bien, c'est quoi la deuxième question? Est-ce que les choses existent de manière objective? La réponse est non. Si seulement vous êtes capable de donner la bonne réponse à ces deux questions, là, il y a une possibilité pour vous de comprendre ce que dit Arya Nagarjuna de sa philosophie ou le concept de vacuité dans les enseignements du Bouddha. Et donc, vous devez comprendre que la vacuité n'est pas le néant. La vacuité, c'est l'origine dépendante. Ensuite, l'origine dépendante a le sens de la voie médiane. C'est pourquoi la vacuité ne veut pas dire rien. La vacuité, c'est la voie médiane. C'est pourquoi on doit le savoir. C'est pour cela, Arya Nagarjuna a dit clairement dans son texte, What am I doing? Yes. Page 109. 109. 109. 109 en anglais, en français. Ah, une strophe précise. It should be on the. Donc ce que je cherche, la strophe c'est tout ce qui est d'origine dépendante est dit la vacuité, ça c'est la voie médiane. Ça c'est la strophe que je cherche. Chapter 24. 293, alors en français, oui, on va le trouver en deux endroits différents et je vais vous le donner en français, la bonne traduction, c'est vers la page 205. Oui. Et donc nous, on a deux éditions différentes et en français. C'est en français. 86. En 86. 86. Donc on va aller à 206. 206. Et en français, ça devrait être pareil. Oh yes, thank you. Okay, here's on page 118. Ah oui, page 206, merci beaucoup, super. Page 206 en français. Donc c'est la deuxième strophe. Page 206, en haut de la page 206. Oui. Et donc ça vient. Ça vient du d'un texte classique de Arya Nagarjuna, le traité racine du milieu. C'est la strophe 18 du chapitre 24. Tout ce qui advient en dépendance, donc il y a deux traductions. Tout ce qui survient en dépendance est déclaré vide. Donc ça ne veut pas dire le rien, c'est l'existence dépendante ou c'est survenu en dépendance. C'est une désignation dépendante, c'est la voie médiane. Et donc de cette strophe, on va revenir sur cette strophe,
page 206 en haut, la deuxième strophe. Et donc tout ce qui est advenu en dépendance, donc l'origine dépendante et la vacuité, on a dit qu'il y avait, ce sont les deux faces de la même pièce. Et donc tout ce qui est survenu en dépendance, c'est déclaré comme étant vide. La vacuité et l'origine dépendante, ce sont les deux faces de la même pièce. Et donc les deux faces de la même pièce, quand vous voyez en général, quand on parle de l'origine dépendante, en général, sans aller dans les détails, quand vous voyez l'origine dépendante, vous voyez que tous les phénomènes conventionnels peuvent survenir parce que c'est la production dépendante, l'origine dépendante. Vous pouvez passer à la compassion, les vertus, etc. Et tout cela dépend de l'origine dépendante. Et en voyant la vacuité, cela rejette l'indépendance, ça rejette l'absolutisme. Et donc en voyant l'origine dépendante, cela implique la fonctionnalité. Cela implique la fonctionnalité. Et donc la fonctionnalité est là. Et la vacuité, l'autre côté qui est la vacuité, rejette le nid, l'absolutisme. Cela rejette l'indépendance. Et donc l'origine dépendante, cela implique la fonctionnalité, cela réfute le nihilisme. Et donc l'origine dépendante en général, et vous ajoutez les deux ensemble, l'origine dépendante rejette le nihilisme et la vacuité rejette l'absolutisme. Et donc quel est le bienfait? C'est si important. Les bienfaits, c'est que quand vous voyez l'origine dépendante, vos vertus peuvent développer. Vous pouvez développer la compassion, vous pouvez développer. Par exemple, votre bonheur, il dépend des autres. Votre bonheur, il dépend des autres. Votre bonheur, il est survenu en dépendance, il advient en dépendance. Et donc, de la même façon, vous vous sentez proche des autres, vous sentez la compassion vis-à-vis d'eux. La compassion, toutes vos vertus se développent en comprenant l'origine dépendante. Et la vacuité, cela tranche la saisie d'une existence ignorante, d'une existence en soi. Et donc, toutes vos négativités sont détruites. Toutes les afflictions se dissolvent. Et donc, dans votre esprit, ce bonheur et le bonheur et la souffrance, le bonheur, il survient des vertus. Et la souffrance, elle vient des négativités. Et donc, la vacuité. Les négativités vont disparaître. Et grâce à l'origine dépendante, les vertus vont se développer. Et donc, cela va engendrer le bonheur infini. Et donc, voir la vacuité, vos peurs se dissolvent. Et elles sont réduites à néant. Et ça, c'est les bienfaits de voir les bienfaits de l'origine dépendante et de la vacuité. Quand vous allez en détail, vous allez voir qu'au sein de l'origine dépendante, il y a deux aspects. Donc, il y a l'origine dépendante et la vacuité. La dépendance élimine l'absolutisme. L'origine réfute le nihilisme. Et donc, ça a la capacité d'éliminer les deux extrêmes. Et donc, c'est pourquoi c'est la voie médiane. Ça, c'est très important. Maintenant, avec cette compréhension de la vacuité, en comprenant la vacuité, vous allez réaliser que ça a un potentiel extrêmement puissant. Un filtre à thé? Une passoire. Une passoire. Et donc comprendre la vacuité, c'est comme utiliser une passoire. C'est quand vous devez faire votre thé vous-même. Tu vas toujours demander à ta maman de faire ton thé pour toi. Strain en anglais. Donc, une passoire ou un chinois aussi, on dit. Et donc, le boulot d'une passoire, c'est de laisser couler le thé potable sans obstruction et de retenir les résidus qui ne peuvent pas être bu. Et donc, cela stoppe les débris et cela laisse couler fluidement le thé de manière sans obstruction. Ça, c'est la faculté. Ça a le boulot ça a pour fonction de laisser développer les vertus sans obstruction
et de manière si productive, et de retenir et d'éliminer, supprimer, se débarrasser des pensées négatives, les pensées destructrices. Et donc, les pensées positives développent et les pensées négatives se diminuent. C'est le boulot de la sagesse de la vacuité. Maintenant, de ce dont on a parlé ce matin, c'était que l'eau. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Vous avez dit, vous buvez de l'eau. Et les physiciens disent, vous buvez des électrons, des protons et des neutrons. De la même façon, quand vous regardez la personne, vous regardez une autre personne, de la manière naturelle, vous allez sourire. Et quand vous regardez le même objet, vous regardez le même objet. Ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a dit d'une autre façon, en étant un tas d'atomes, vous ne souriez plus. Qu'est-ce qui vous a fait sourire précédemment? Et alors que le même objet ne vous fait plus sourire dans le second cas, parce que vous le percevez d'une manière différente, le même objet d'une manière différente, vous comprenez? Ne l'oubliez pas. Maintenant, quand vous êtes à une distance, vous voyez la forêt. À une distance, vous voyez la forêt. Et quand vous allez dans la forêt, vous voyez des arbres individuels, vous ne voyez plus la forêt. Vous comprenez? Si vous aimez la forêt, vous voulez profiter de la forêt, vous voulez savoir ce qu'est une forêt, vous restez à l'extérieur de la forêt. Et vous voyez la forêt. Et quand vous allez dans la forêt, vous voyez des arbres individuels, vous ne voyez plus la forêt. De la même façon, l'eau, si vous voulez profiter de l'eau, vous restez à distance, n'allez pas dans les atomes. Le moment où vous allez dans les atomes, vous ne trouverez jamais l'eau. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Le moment où vous allez dans les atomes, vous ne trouverez jamais trouver de l'eau. Si vous voulez profiter de l'eau, soyez à une certaine distance de l'eau et vous l'aurez. Combien d'entre vous ont vu des arcs-en-ciel dans votre vie? Qui n'a jamais vu d'arc-en-ciel dans sa vie? On a tous vu des arcs-en-ciel. Vénérable Elisabeth, je pourrais vous demander, les arcs-en-ciel, ils arrivent ici? Dans quelle direction? Derrière le bâtiment principal. Et donc on voit un arc-en-ciel qui est nos maîtres derrière le bâtiment principal. Et ensuite, un enfant qui a 5 ans, qui voit aussi, qui est avec vous, et il voit l'arc-en-ciel et dit, est-ce que tu peux m'emmener là-bas? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et vous voyez un arc-en-ciel magnifique, à 1 kilomètre loin, derrière le bâtiment principal. Un enfant qui a 5 ans, par exemple, qui va dire, et qui voit aussi l'arc-en-ciel, et vous dit, est-ce que tu peux m'emmener là-bas? Est-ce que vous allez emmener l'enfant là-bas? Si vous emmenez l'enfant là-bas, vous êtes aussi un enfant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'enfant veut que vous l'emmeniez à 1 kilomètre là-bas? Pourquoi? Parce que il veut toucher l'arc-en-ciel. Et il pense que plus on peut toucher l'arc-en-ciel que quand on est proche de l'arc-en-ciel. Et il pense qu'il est vraiment là, à 1 kilomètre. Et donc, il pense que vous pourrez vous approcher et que vous pourrez le toucher. L'adulte ne va jamais emmener l'enfant là-bas. Si l'adulte emmène l'enfant là-bas, c'est que lui aussi c'est un jeune enfant. N'est-ce pas? Alors maintenant la question, est-ce que l'arc-en-ciel existe ou pas? Oui. Il existe? Où est-ce qu'il existe?
dans notre esprit. Donc chacun devrait venir voir votre esprit pour voir, pour prendre plaisir à un arc-en-ciel et devrait aller voir votre esprit. Mais où est votre esprit? Où est votre esprit? Où est... Je ne demande pas si c'est une réflexion ou pas. Je demande où il est. Il est là-bas. Là-bas. Donc allez là-bas. Donc allez là-bas. Donc l'enfant a raison. Tout est quelqu'un est un jeune enfant, donc allez là-bas. On pourrait prendre une photo. Ce n'est pas ma question. Ma question, ce n'est pas s'il existe ou pas. Ma question, c'est... On a déjà répondu, il existe. Est-ce qu'il existe? Et on a tous dit oui. Et maintenant, la deuxième question, c'est... Où est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il existe? C'est ça ma question. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans mon esprit? Et dans vos yeux? D'accord, on va tous aller dans les yeux d'Aude. Pour profiter de l'arc-en-ciel, on va aller tous dans les yeux d'Aude. Où est-ce qu'il est? C'est pas compliqué. Et s'il est là, donc il y a un problème. Parce que vous devenez un jeune enfant. S'il est dans votre esprit, demain, tout le monde devrait venir voir votre esprit. S'il est dans les yeux d'Aude, tout le monde devrait aller dans les yeux d'Aude. N'est-ce pas? Où il est? Où est-il? C'est une simple désignation. Donc il n'est pas là. Alors, ce que dit Tashila, c'est qu'il est subjectivement là. Mais où? Ok. Donc Tashila dit, il existe en tant qu'une projection de votre esprit, il est là. Mais, qu'est-ce que tu as dit? Mais donc, du point de vue de l'apparence, il est là, mais dès l'instant qu'on va l'analyser, il n'est plus là. Qui? Ah, il est dans le ciel. Et donc on devrait aller dans le ciel. On va dans le ciel et on va le trouver. Et donc on va prendre un avion et on va le trouver. Non? On ne va pas le trouver? On ne peut pas le voir de près, mais on peut le voir de loin. Ça veut dire où existe-t-il? Dans le ciel. Et donc vous allez dans le ciel et vous pouvez le trouver. Vous pouvez le toucher. Non, les gouttes d'eau ne sont pas de l'arc-en-ciel. Et donc les gouttes... Et donc en fait ce sont des particules d'eau extrêmement fines, mais ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas un arc-en-ciel. C'est juste de l'eau. Les gouttes d'eau ne sont pas magnifiques. Donc en dépendance de la lumière, en effet c'est vrai. Mais comment est-ce qu'il advient en dépendance de la lumière, des gouttes, drops, particules, et la distance, et tous ces facteurs. Même ma question, ce n'est pas comment est-ce qu'il advient, mais c'est où est-il? Shan? Il est dans la relation entre moi et ma capacité à percevoir le phénomène et le phénomène décrit justement dans la Virginie. So it is in the relationship between my ability, yes, because they don't hear, between my ability to perceive that and the object, c'est ça? And the phenomenon itself. Donc c'est dans la relation entre ma capacité de le voir et l'objet, et le phénomène. C'est ce que tu dis? Donc, ça veut dire que ce n'est pas à 100% du côté de l'objet, du phénomène. Ce n'est pas 100% du côté du phénomène. Très bien.
Très bien, donc ça c'est une première chose. Okay, now tell me. Maintenant, dites-moi. What is this? Qu'est-ce que c'est? What flower? Quel type de fleur? Oh, une fleur orange. What is this? Et ça, qu'est-ce que c'est? Hey, what is this? Eh, qu'est-ce que c'est? Une main. Someone's kid, he must be schooling something. Qui ont peur. Non, il n'y a rien. Okay, this is the orange flower. Et donc une fleur orange. Orange flower. C'est une fleur orange. There's nothing here. Et là, il n'y a rien. Imagine Imaginez une fleur bleue. Imagine. Imaginez une fleur bleue. Okay, what is here? Qu'est-ce qu'il a ici? Qu'est-ce qu'il a dans ma main droite? Une fleur orange qu'il y a dans ma main gauche? Huh? Oh, there's a blue flower. Ah, il y a une fleur bleue. Il y a une fleur bleue là. La fleur bleue est là? Je ne vois pas de fleur bleue ici. Comment est-ce que tu peux voir une fleur bleue? Parce que vous avez dit, imaginez. J'ai pas dit, ça c'est une fleur bleue. J'ai dit, imaginez une fleur bleue. Et vous devez imaginer une fleur bleue. J'ai pas dit fleur bleue. Yes, yes, yes. Oui. So what do you have to see? You Donc, have to- votre question, ça devrait être une fleur bleue imaginaire. You get it? Vous comprenez? Okay, now tell me, what Donc is voilà, my right qu'est-ce hand? qu'il est dans ma main droite? Une fleur orange. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ma main gauche? Une fleur bleue imaginaire. Très bien. Très bien. Just go watching the recording. Parce que sinon, les gens, ils vont voir les vidéos et ils vont dire, mais quoi, c'est qui ces gens qui disent qu'il y a une fleur bleue? What's the difference with these two Et things? donc, quelle est la différence entre ces deux? Et ne parlez pas de philosophie. Essayez d'ouvrir votre esprit, de ce qui vient dans votre esprit naturellement. Quelle est la différence entre ces deux fleurs? The orange flower in my La fleur orange dans ma main droite et la fleur bleue imaginaire dans ma main gauche. Quelle est la différence, Tishla? One has a substance, the measured flow doesn't have a substance. this the orange La fleur orange dans ma main droite a une substance, là, en tant que fleur, et celle qui est dans ma main droite, la fleur bleue imaginaire, n'a pas de substance. Très bien. Virginie, 18. Oh, pardon, sorry. Tu peux répéter? Donc pour la fleur orange, j'utilise mes yeux, donc ma conscience visuelle. Et pour la fleur bleue, c'est la conscience mentale. So, for the orange flower, I use my eye consciousness, but for the imaginary blue flower, I use my imagination, my mental consciousness. Very good. Très bien. For the orange flower, Pour la fleur orange, Virginie utilise sa conscience visuelle pour la voir, alors que pour la fleur bleue imaginaire, elle utilise sa conscience mentale et non pas visuelle. Très bien. Qui d'autre? any more answers? Qui d'autre? Say it again. Oh, it's easier to C'est see plus facile orange flower de than voir la fleur orange que you have to see the. On doit- you have to put effort to on see doit the blue s'efforcer pour voir la fleur bleue. flower. How you put effort, then you see blue flower. Qui voit avec de l'effort voit. Blue flower. Est-ce que vous voyez une fleur bleue? C'est jeune. Est-ce qu'on voit une fleur bleue? However much you may. Vous pouvez vous efforcer tant que vous ne verrez jamais une fleur bleue. Si vous voyez une fleur bleue, vous hallucinez. Il n'y a pas de fleur bleue ici. Okay, anybody else? Qui d'autre? Anybody else? Qui d'autre? What's the difference between Quelle est la différence entre ces deux choses? Essayez d'ouvrir votre esprit. Laura? Okay. Donc j'aime Orange flower. la fleur. Tu aimes la fleur orange, mais tu n'aimes pas la. Very good. Eh non, You très bien. like the Tu aimes real flower. la vraie fleur et tu n'aimes pas la fleur bleue imaginaire. Très bien. Daniel? Orange flower objectively real and imaginary blue flower unreal. Okay, very good. Très bien. Very good. Did you all understand? Est-ce que vous avez entendu tout ce qu'a dit Daniela? That the orange Elle a flower dit exists for la fleur orange, elle existe du côté de l'objet, vous pouvez la trouver, alors que la fleur bleue imaginaire, vous ne la trouverez pas du côté de l'objet, c'est juste du côté du sujet. Très bien. Marie? Marie Tenzin, right? Marie Tenzin. Marie Tenzin? Marie Tenzin.
Marie-Tenzin et Marie Lamour. Yes, Marie-Tenzin. Marie-Tenzin. Je peux l'utiliser en tant que fonction pour orner votre bureau, tandis que la fleur imaginaire, c'est juste dans l'imagination, je peux rien faire avec. Je peux l'imaginer. The orange flower I can use to adorn your table, but the imaginary blue flower I cannot do anything with that. Very good. N'a pas de fonction. Okay, the orange flower can be used. La fleur orange peut être utilisée pour décorer les choses, pour poser sur la table, mais la fleur imaginaire bleue, on ne peut pas l'utiliser, elle n'a pas de fonction. Okay, the Maria. Marie Lamour. Oui, Maria or Mary? Marie. Marie. Marie-Christine. Marie-Christine, yes. Marie-Christine. Marie-Christine. La fleur bleue est partagée même un peu différemment par le groupe ici présent, la fleur rouge, pardon, et la fleur bleue est dans notre mental, donc elle est très individuelle et finalement on a peut-être autant de fleurs bleues ici que de personnes différentes. The orange flower is more common for everyone here in the place, but the imaginary blue flower is more something individual. Okay, that's very good. Ça c'est très bon. The orange flower. La fleur orange est plutôt perceptible de manière commune pour tout le monde, mais la fleur imaginaire bleue, cela dépend de chacun d'entre vous pour la visualiser, pour l'imaginer. Moi, je pourrais l'imaginer avec 100 pétales, quelqu'un va mettre 8 pétales, et donc ce n'est pas commun ici, alors que la fleur orange, elle est commune ici. La dernière, Charles. La fleur orange existe, mais en origine dépendante, tandis que la fleur n'existe pas du tout. Aucune existence. So the orange flower exists dependently, but the blue imaginary flower doesn't exist at all. Okay, imaginary blue flower doesn't exist. Donc la fleur imaginaire bleue n'existe pas du tout. Okay, this is a complicated point. Donc ça c'est un point compliqué qui est soulevé par Charles. Et donc la fleur imaginaire, est-ce qu'elle existe ou pas? Est-ce qu'elle existe ou pas? Dream exists or not? Est-ce que le rêve il existe ou pas? Est-ce que le fantôme onirique il existe ou pas? Okay, dream was exist. Ceux qui disent que le fantôme dans le rêve existe, levez la main. Oh, dream ghost doesn't exist. Ceux qui pensent que le fantôme dans le rêve n'existe pas, levez vos mains. Qui n'existe pas. Dream ghost. Que le fantôme onirique n'existe pas. Dream ghost exist. Charles, est-ce que le fantôme... Est-ce que... Est-ce que le fantôme dans le rêve existe ou pas? C'est une fabrication mentale. It is a mental fabrication, but it doesn't exist by itself. Okay, my question is. Ma question c'est, I do not ask je ne te demande pas s'il existe par lui-même ou pas, or it exists. ou s'il existe comme une... Ce n'est pas ma question. Ma question c'est, est-ce qu'il existe? Il existe sans exister. It exists without existing. Sophie, qu'est-ce que tu dis? Okay, dream ghost does it exist or not? Est-ce que le fantôme du rêve existe ou pas? First, I would say no, but after Bah. listening everybody, I doubt. N'écoute pas les autres. Simplement, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, parle de ce qui vient de ton esprit. Ne sois pas influencé par les autres. Est-ce que le fantôme du rêve existe ou pas? No, it doesn't exist. Il n'existe pas. Martin? Martine? Dream ghosts exist for me, not for the other. Okay, I do not ask. Ma question, ce n'est pas ça, s'il existe pour toi ou pas. C'est est-ce qu'il existe? For me, it exists. Pour moi. Okay. Okay, that's good. Donc c'est bon. For you, it's something Pour toi, il existe, c'est quelque chose qui existe. Est-ce que ça veut dire qu'il existe ou pas? good. Yes, it exists. Ok, ça veut dire qu'il existe. Okay. So the dream ghost. Donc le fantôme du rêve, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le fantôme du rêve Dream ghost doesn't exist. as a n'existe real ghost. pas comme étant un vrai fantôme, vous êtes d'accord ou pas? Oui.
bien que le fantôme du rêve n'existe pas de manière réelle, pourtant il existe comme un fantôme du rêve. Vous êtes d'accord ou pas? Et donc il existe en tant que fantôme du rêve. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Et donc le fantôme du rêve, vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce qu'a dit Daniel, c'est que cette fleur orange existe d'une manière grossière. Elle existe du côté de l'objet, alors que la fleur imaginaire bleue existe du côté du sujet. Vous êtes d'accord ou pas? D'une manière grossière, sans approche philosophique, simplement pour être introduit, cette fleur-là, comme a dit Daniel, cette fleur, elle existe du côté de l'objet. La fleur imaginaire, elle existe du côté du sujet, pas du tout de l'objet. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Dites-moi. Et donc ça, ce qu'on doit comprendre avec cela, le rêve. Vous n'êtes pas du tout exposé à la philosophie. Le rêve. Il existe de manière objective ou subjective? Hein? Subjectivement. Parce qu'il vient de l'esprit, pas du côté de l'objet. Le mirage, est-ce qu'un mirage existe de manière objective ou subjective? Donc subjectif, levez vos mains. Objectif, levez vos mains. Le mirage existe de manière objective? Avec le mirage, vous voyez le mirage comme étant de l'eau, n'est-ce pas? Vous voyez le mirage comme étant de l'eau, et l'eau n'est pas là. Ce que vous voyez comme étant de l'eau, ça vient simplement du côté du sujet. C'est purement subjectif. Maintenant, on s'est approché. Donc, ce qui est, on a compris ce qu'était l'existence objective et l'existence subjective. Le rêve, est-ce que c'est subjectif ou objectif? Est-ce que le rêve, c'est subjectif ou objectif? C'est subjectif. Très bien. Le rêve est purement subjectif. Si vous êtes d'accord avec ça, le Bouddha dit que tout est comme un rêve. Tout est comme un rêve. En d'autres termes, le rêve, il y en a des rêves conventionnels et des rêves non conventionnels. Les rêves conventionnels et les rêves non conventionnels. Les rêves, ceux dont on se réveille tous les jours, c'est les rêves conventionnels. On sait très bien qu'on s'en réveille, on sait très bien que c'est un rêve. Ceux qui sont non conventionnels, c'est quoi? C'est toute autre chose dans cet univers, c'est un rêve non conventionnel, c'est comme un rêve non conventionnel. C'est-à-dire que c'est de la même façon qu'un rêve conventionnel a été projeté par l'esprit, il est purement subjectif, c'est une projection de notre esprit. De la même façon, tout ce qui existe, tout le reste est une projection de notre esprit. De la même façon, tout le reste est une projection de notre esprit. Vous voyez cette fleur? Est-ce que vous voyez cette fleur comme étant une projection de votre esprit? Comment est-ce que cette fleur vous apparaît? Cette fleur vous apparaît comme étant une projection de votre esprit? Non. Ma question, soyez très précis. Ma question, est-ce que vous voyez cette fleur comme étant une projection de votre esprit? Ne rajoutez rien, juste oui ou non. Non. N'est-ce pas? Et là, quand vous dites non, c'est-à-dire que votre esprit le projette. On a appris 3 points ce matin. Les rêves. Votre esprit projette le rêve. Premier. Deuxième. Vous n'avez pas conscience que votre esprit le projette. Le 3, c'est vous croyez que c'est vrai, que c'est réel. Vous comprenez? 1. Vous projetez un rêve. 2. Vous n'avez pas conscience que vous le projetez. 3. C'est pourquoi vous croyez qu'il existe et qu'il est vrai. De la même façon, cette fleur, et donc véritablement, en vrai, c'est une projection de l'esprit. L'esprit projette cette fleur, mais on n'en a pas conscience. On ne voit pas cette fleur comme étant une projection de notre esprit. On n'en a pas conscience qu'on est en train de la projeter. C'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est pourquoi on est persuadé qu'elle existe de manière objective. Vous comprenez? Et donc, ne l'oubliez pas. Le numéro 1, c'est quoi?
On projette cette fleur à partir de notre esprit. Le numéro 2, c'est quoi? On n'a pas conscience qu'on est en train de projeter cela. C'est le numéro 2. C'est quoi le numéro 3? C'est pourquoi on la voit comme existant de manière purement objective, comme étant réelle et objective. Ça, c'est l'ignorance qui saisit un soi. C'est l'ignorance qui croit que les choses ont une existence réelle. C'est l'ignorance. Maintenant, et quelle autre question pourriez-vous avoir? Quelle question prochaine avez-vous? Comment est-ce que je peux être convaincu que, d'abord, cette fleur est projetée par mon esprit? Comment est-ce que je peux le savoir? Comment est-ce que je peux savoir que c'est mon esprit qui le projette? Comment est-ce que je peux me rendre compte que mon esprit projette cette fleur? Vous comprenez? Pour cela, ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est que cette eau, ce qu'on voit comme étant de l'eau, cette eau-là, quand vous allez au niveau des atomes, vous ne la trouverez jamais. Ça, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand l'eau, les particules d'eau, c'est 3 atomes. H2O, 2 hydrogènes et un oxygène. Dès l'instant où vous allez au niveau des atomiques, les molécules, c'est terminé. Vous allez dans les atomes, les molécules, c'est terminé. Et dès l'instant où les molécules se dissolvent, vous ne trouvez même plus la molécule, vous ne trouvez même plus l'eau. Le minimum pour l'eau, c'est les molécules. Dès qu'il n'y a plus de molécules, il n'y a plus d'eau. Et donc, vous ne trouvez plus l'eau. Dès l'instant, vous allez dans les atomes, au niveau atomique. Et donc, ma question, est-ce que la voiture existe? Oui. Si l'eau existe, quel atome est l'eau? Si l'eau existe, quel atome est l'eau? Quel atome est l'eau? Lequel de ces atomes est l'eau? Dites-moi. Lequel des atomes est l'eau? La collection. La collection des atomes est l'eau. Est-ce que tu vois la collection? Tu vois la collection? Si la collection c'est de l'eau, si la collection c'est de l'eau, et donc tu devrais être capable de voir de l'eau là quand tu vois. Et donc on voit juste la collection des atomes. Et aucun des atomes n'est l'eau. Et donc où est l'eau? C'est la question. Donc ce que dit Tashila, c'est que conventionnellement on peut voir de l'eau, mais quand on va plus loin, plus profondément, on ne voit plus l'eau. Ultimement, on ne voit plus l'eau. Où est l'eau alors? Où est l'eau? There is no water. Ce qui signifie que Marie, la question, est-ce que les choses existent? Les deux questions. Les choses existent. Et Marie dit non. Donc Marie est nihiliste. Ça existe en tant que désignation. Et donc les mots, les désignations, donc ça veut dire que l'eau c'est un mot. L'eau n'est pas l'eau, mais l'eau est un mot. L'eau existe en tant que désignation, l'eau existe en tant qu'un mot. Et donc les désignations c'est des mots. C'est... Et donc où est la désignation? Quel atome est la désignation? Et donc elle n'existe pas. Et donc on sombre dans le nihilisme. Sophie. Elle est... Mais on a vu que j'ai des atomes pourtant, n'est-ce pas?
Et donc on a vu que c'était qu'une illusion. Yes, of course. Mais bien sûr que c'est qu'une illusion, puisque c'est que des atomes. Aucun des atomes ne peut être vu. Huh? This is illusion. Et donc c'est juste une illusion, non? Parce que ce que vous voyez comme étant fonctionnant, c'est une illusion. Okay, Charles. Charles? L'eau existe sous différentes formes, mais surtout en potentialité. C'est-à-dire quand il y a des conditions sous nuage qui apparaît sous forme nuage, sous forme de gaz, sous forme d'eau, mais il y a une potentialité. On ne le voit pas, mais... So, water can have different forms, and it depends on the different cause and conditions. Like we can have the clouds, we can have different conditions, and it's a potentiality. I agree with Charles. Je suis d'accord avec Charles. On the macro level. Sur le niveau macroscopique. On peut dire en effet, il y a les rivières, il y a les liquides, les gaz, etc. This is not the point. Et ça, ce n'est pas la question. La question, c'est quand on va plus subtilement au niveau microscopique. Et nos yeux, donc on a les deux, la molécule H2O. Now we have gone Et maintenant, on va au-delà de là, on va au niveau des atomes. on the atoms, the molecules. Et donc, au niveau des atomes, il n'y a même plus les molécules H2O. Où est l'eau dans ce cas-là? C'est ma question. Yes, Tashila. Tashila? Oh, so Tashila saying Donc, Tashila dit that we have to apply this qu'on doit appliquer cette strophe qu'on a appris de Arya Nagarjuna. whatever is dependent on origin. Tout ce qui existe en dépendance est dit être la vacuité. Ce qui advient en dépendance est déclaré vide. Et ceci est une désignation dépendante, c'est la voie médiane. Et donc, c'est existe au niveau conventionnel. Si vous allez plus profondément, vous ne trouverez jamais. Vous comprenez? Okay, the Kunjala. Quelle là? Objectively, there is these atoms, and on that basis, subjectively, we see it as water. Was the subject we see as well, so therefore this illusion? Donc, c'est une illusion. Si There's no really. il n'y a pas vraiment de l'eau ici. Là, on voit des atomes. Yeah, so therefore the water is not really here. Et donc, si on voit des atomes, c'est-à-dire que l'eau n'est pas vraiment là. Et nous. Oh, qu'est-ce qui reste alors? Il y a juste des atomes, il n'y a pas d'eau. Okay, look, this is a. How will you find it? Say a little bit of uneasiness inside. Vous n'arrivez pas. Combien d'entre vous disent mais il n'y a pas de l'eau ici, il y a de l'eau là, etc. Et que vous n'arrivez pas à trouver. Combien d'entre vous se sentent un peu inconfortables par rapport à ça? Si c'est une forme d'inconfort, ça veut dire que votre saisie, votre ignorance qui saisit un soi est mise au défi. Dès qu'il y a un inconfort, ça veut dire que cette ignorance qui croit que l'eau existe de manière objective. Et donc ces questions sont en train de défier cette saisie parce que vous ne trouvez pas de l'eau là. Et non parce que vous trouvez des atomes, et les atomes, aucun des atomes n'est de l'eau. Et donc, en effet, vous dites, mais c'est vrai. Mais l'ignorance qui saisit un soi de l'existence, qui existe une existence inhérente de l'eau, elle est extrêmement mise au défi. Et donc, il y a ce combat, il y a ce conflit entre l'ignorance qui saisit un soi et une nouvelle compréhension, un nouveau regard que vous avez maintenant qui voit que l'eau n'existe pas de manière objective. Il y a un clash. Et se manifeste d'une manière inconfortable. Parfois, cela peut en générer quelque chose. Vous pouvez une certaine nausée, même par rapport à ça. La nausée, c'est quoi? C'est que vous vous sentez un peu complètement inconfortable, un malaise, vous avez plus d'énergie, etc. Vous pourrez sentir littéralement avoir ce conflit qui advient dans votre esprit entre la saisie ignorante et qui croit que l'eau, tout existe de manière si objective ici, et cette compréhension que vous développez ici qui voit que rien n'existe de manière objective.
Vous comprenez? So with this, do you agree with Vous êtes d'accord avec moi? that if you want Si vous voulez if you want to enjoy this profiter de cette eau, vous ne devez pas aller au niveau des atomes. Vous êtes d'accord avec moi? if you want to enjoy this Si vous voulez profiter de l'eau, restez à une certaine distance des atomes. if you want to enjoy Et si vous voulez profiter rainbow, de l'arc-en-ciel, n'allez pas trop près de l'arc-en-ciel. Il faut être à une certaine distance. Vous êtes d'accord avec moi? that Et donc ça, which means enjoy distance means ça veut dire que rester à une certaine distance, ça veut dire que ça ne reste pas du niveau de l'objet. Ça vient du sujet. Ça veut dire que c'est éloigné de l'objet. Ça dépend surtout du sujet. L'eau dépend du sujet. Les atomes dépendent du sujet. Ce que vous voyez comme des atomes, pour voir des atomes, vous devez vous rapprocher. Et donc, pour voir que c'est de l'eau, vous devez vous en éloigner. so it depends on the subject. Et donc, ça dépend du sujet. Okay. Subject there are two. Et donc, le sujet, il y en a deux. Disons que if I were si je devais connaître toutes ces notions-là, si je devais connaître toutes ces notions-là, j'aurais des informations, par exemple, de tout un coquin-là, sur au sujet de tout un Zosang-là. Il y aurait deux sources d'informations. Coquin-là va dire, Zosang, il ne connaît que depuis de très peu de jours, quelques semaines. Et la maman de tout un Zosang-là, qui a... Et donc, depuis les dernières 30 dernières années, elle le connaît depuis 30 ans. Laquelle des deux sources est la plus proche de la réalité? La maman qui connaît Zosang-là depuis une trentaine d'années, ou quelqu'un comme moi, ou quelqu'un là qui le connaît depuis quelques semaines? Laquelle des deux est la plus proche de la réalité? Sa maman. Sa maman, parce qu'elle le connaît depuis de manière plus proche, plus intime. L'objet, la fleur. Je connais la fleur de manière plus proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais l'objet de manière beaucoup plus intime, de plus proche. Quand vous voyez la fleur à une certaine distance, et donc vous regardez l'objet à une certaine distance, vous voyez la fleur. Et maintenant, vous vous rapprochez avec un microscope, vous voyez les atomes. Laquelle des deux voit l'objet de la manière plus rapprochée? Vos yeux nus ou avec le microscope? Laquelle des deux voit la fleur de manière plus rapprochée? Microscope? Oui. Parce que lui, il voit jusqu'aux atomes, comme moi, je le vois grossièrement. The microscope sees the more closely, yeah, and my eyes just more gross, yeah, from a distance. Très bien. Vous regardez cette fleur. Regardez cette fleur. Comment est-ce que cette fleur vous apparaît-elle? Elle vous apparaît de manière objective ou de manière subjective? Comment est-ce que vous apparaît? De manière objective, comme si elle avait une réalité objective. Et ça veut dire que la fleur existerait de côté de l'objet. C'est la façon dont elle apparaît. Maintenant, ce qu'on a appris, c'est que on a appris que on pouvait appréhender la fleur que à partir d'une certaine distance. Si vous allez trop proche avec un microscope, c'est fini, la fleur disparaît. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Laquelle des deux perceptions est la plus proche de l'objet? Le microscope électronique ou les yeux nus? Le microscope. Le microscope. Très bien. Le microscope, ce qu'il voit, il est beaucoup plus proche de la réalité de l'objet, alors que mes yeux nus sont un peu plus éloignés de l'objet. Et donc maintenant, il y a deux perceptions différentes, et les deux sont correctes. Mes yeux nus voient la fleur, c'est correct. Et le microscope électronique dit il n'y a pas de fleur, il y a des atomes, ça c'est correct. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a deux perceptions différentes, une perception directe et une perception distante. Les deux perceptions, l'une à une certaine distance, elle est connue comme étant l'analyse conventionnelle. L'autre qui est approchée, qui est une analyse proche ou une perspective proche, c'est l'analyse ultime, vous comprenez? Vous comprenez?
Donc le même objet, vous le voyez. Vous utilisez deux perceptions différentes avec vos yeux nus et l'une avec le microscope électronique. Ma question c'est laquelle des deux est plus proche et la plus proche de l'objet? Vous allez dire c'est le microscope électronique. Et donc ce qu'on dit c'est que avec vos yeux nus, c'est une métaphore pour parler de ces deux perspectives différentes. Vous avez une perception très proche et l'autre une perception distante. La perception distante, c'est connu comme étant l'analyse conventionnelle et l'autre qui est une analyse, une perception proche, c'est l'analyse ultime. Si par exemple quelqu'un décrit ce sang-là, ou décrit la fleur, ou je vais décrire la fleur, et donc le gardien va décrire la fleur. Pas le gardien, le jardinier, pardon. Le jardinier va décrire. Qui a une description ultime? Moi, par exemple, je n'ai pas tellement de connaissances par rapport aux fleurs. Je vais expliquer la fleur d'une manière, je vais expliquer les orchidées, et le jardinier qui connaît parfaitement les orchidées depuis les 50 dernières années, laquelle des deux explications va être ultime? La mienne ou celle du jardinier? Celle du jardinier. Celle du jardinier, ça va être une explication ultime. Et donc, quand c'est plus proche, quand c'est plus intime, c'est une analyse ultime. Et quand on va être plus distant, ça va être une analyse conventionnelle. Et donc l'ultime contre l'ultime, objectif contre subjectif, vrai contre faux ou déceptif ou trompeur, l'existence véritable, l'existence objective contre l'existence subjective, l'existence ultime contre l'analyse, l'existence conventionnelle. Donc l'analyse de type de perception et donc qui va avoir lieu par rapport à l'objet. Donc quand on est proche, ça va être une analyse ultime et une perspective distante, ça va être une analyse conventionnelle. Alors pourquoi est-ce qu'on analyse ultime? Pourquoi est-ce qu'on analyse pourquoi est-ce qu'on parle de conventionnel? Quel est le sens de conventionnel? À une certaine distance, ça va. L'analyse conventionnelle, ça va. Mais l'analyse conventionnelle, pourquoi est-ce qu'on a ajouté cela? Et donc on verra ça à la prochaine fois. Jeanne? Intersubjectivity. Intersubjectivity. Et qu'est-ce que... The fact that we are many different kinds of subjects able to name a flower. Et donc, ce serait ça. That would be the intersubjectivity. Intersubjectivity. Donc ça veut dire c'est une subjectivité collective, une subjectivité collective, collectivement, plusieurs personnes voient et attribuent à une désignation commune. C'est la fleur, c'est ce que tu dis? C'est ça la convention. C'est connu comme étant l'analyse conventionnelle. Vous comprenez? Et donc cet après-midi, on va explorer ce que veut dire l'analyse conventionnelle et ce que veut dire l'analyse ultime. Vous comprenez? On va explorer tout ça cet après-midi. Le conventionnel, ça veut dire qu'on partage. C'est ce qu'on va explorer cet après-midi. On va voir ce que Martine a dit. On va le voir. C'est une partie de cette compréhension. Et je vais dire oui, en effet, je suis d'accord avec toi, mais on va le voir plus en détail cet après-midi. Om